Foxtrot décolle Alpha, aligné 35, on décolle, on fera une sortie de la zone par le nord. On a vraiment les conditions impeccables aujourd'hui. Alors la roche, où est-elle? Elle est là. Alors tu vois, on a à peine décollé de Mâcon et on arrive déjà sur la roche de Solutré là. Elle se dresse juste devant nous. C'est par la roche de Solutré que Jean-François Coulet commence un survol. Il est géographe et prépare un livre sur les paysages de Bourgogne. Le paysage est marqué par ces falaises de calcaire qui sont le résultat d'une érosion. Il faut imaginer, il y a 160 millions d'années, un immense banc de corail. La mer était présente sur toute la Bourgogne et cette immense falaise résulte de l'érosion qui a découpé les flancs de la falaise. Cette forteresse de calcaire culmine à plus de 400 mètres d'altitude. Sa position dominante en a fait un lieu stratégique pour les hommes dès la préhistoire. Il faut savoir que Solutré est beaucoup plus connu dans le monde entier pour son site archéologique. On a retrouvé des milliers d'ossements de chevaux sauvages et en fait le site de Solutré était déjà un couloir de migration pour les animaux et très tôt les hommes ont su repérer ce lieu et en tirer profit. Mâcon Foxtrot décolle Alpha, on quitte Solutré 2000 pieds, QNH 1016. On fait route sur Berzay-le-Château avant le retour sur la ville de Mâcon. L'avion survole maintenant le Val Lamartine, situé juste à côté. Au Moyen Âge, ce territoire était sous l'influence des moines de l'abbaye de Cluny. Ah voilà, on arrive à Berzay-le-Châtel, là, tu le vois juste sur notre droite. Ouais, c'est extraordinaire. Ce château montre bien comment les hommes ont pris position dans ce paysage. C'est un axe de communication majeur, notamment pour rejoindre l'abbaye de Cluny. Et pour contrôler les échanges et les circulations dans ce vallon, il fallait prendre position, il fallait impressionner et il fallait pouvoir se défendre. Avec ses 13 tours, Berzay-le-Châtel protégeait l'accès à l'abbaye de Cluny, située à quelques kilomètres de là. C'est l'une des forteresses médiévales les mieux conservées de Bourgogne. Cette région s'étend sur 4 départements: la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, la Nièvre et l'Yonne. À l'ouest, elle est délimitée par la Loire et à l'est par la Saône.
En survolant la Saône, l'avion poursuit sa route en direction de Mâcon. Et il faut imaginer que pendant des siècles, pour traverser la Saône, c'était très compliqué. Il fallait faire 30, 40, 50 km et le pont de Mâcon était le seul pont. Alors ce pont est très important, c'est le pont de Saint-Laurent. Les Mâconnais y sont très attachés pour des raisons évidemment pratiques, mais aussi pour des raisons historiques et symboliques, puisque ce pont marquait le franchissement de la frontière entre la France et l'Empire germanique pendant 6 siècles. Cette ville frontière a prospéré grâce aux droits de douane, prélevés de part et d'autre de cette rivière jusqu'à la fin du XVe siècle. Il y a une anecdote très amusante à propos de la Saône, c'est que César, qui la fréquentait souvent, au moment de la conquête de la Gaule, la trouvait très lente. Il l'a trouvée si lente qu'il a dit qu'il ne savait pas dans quel sens elle coulait. Son apparence placide est en fait assez trompeuse, puisque même si la vitesse de son eau est très lente, son débit est important, d'où ces crues parfois très violentes qui inondaient la région tout entière. Moi j'ai le souvenir, étant enfant, de traverser cette plaine de Bresse en ayant l'impression d'être au milieu de l'océan, c'est-à-dire que les digues sur lesquelles les routes étaient construites ou les chemins de fer étaient complètement entourés par les eaux. Alors depuis, on a un petit peu endigué, on a essayé de domestiquer un petit peu cette rivière, mais elle reste souvent capricieuse. En continuant sur la Saône, l'avion passe au-dessus de Tournu. Cette ville s'est développée autour de son abbaye romane. Ces 2 tours carrées lui donnent un aspect de forteresse. L'avion quitte la Saône et se dirige un peu plus à l'ouest, vers le centre du département. Là, on est en train de survoler la crête principale des monts du Mâconnais et on va descendre progressivement dans la vallée de la Grosne. Un peu plus loin, sur un petit coteau, apparaît un édifice insolite. Nous arrivons en vue de Saint-Hippolyte. Alors Saint-Hippolyte est la ruine d'une église fortifiée qui a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle. Il y a un aspect très impressionnant parce qu'on ne sait pas si c'est une église ou un château fort déjà en arrivant de loin. Il domine tout le terroir alentour. Aujourd'hui on a une église à chœur ouvert. D'ailleurs la coupole du chœur est parfaitement visible. C'est un témoignage de la puissance de l'abbaye de Cluny qui utilisait ses doyennés pour dominer le territoire. Et pour organiser la production agricole, il fallait nourrir plusieurs milliers de pèlerins à Cluny. Et cette église de Saint-Hippolyte est un témoignage extraordinaire à la fois de la puissance de l'abbaye et en même temps de son génie architectural. L'avion pénètre maintenant en Côte d'Or, qui doit son nom à la couleur dorée que prennent les vignes en automne. Alors on a le plateau qu'on aperçoit très bien sur notre gauche puisqu'il est couvert de forêt. Et ce plateau a été entaillé par l'érosion. Donc les calcaires se sont dissous et ont dévalé les pentes. C'est ce qu'on appelle la côte. C'est très favorable au vignoble parce que c'est des éboulis calcaires qui sont favorables au ruissellement de l'eau. La pente, l'exposition, créent une mosaïque de parcelles. On les appelle les climats de Bourgogne.
Depuis 2015, ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les petits chemins qui desservent les parcelles de vignes, ainsi que les petits murets qu'on aperçoit, soulignent les formes du relief. C'est ce qui donne cette harmonie particulière à ce paysage qu'on a sous les yeux. Cette lumière rasante qui donne aux rangées de vignes toute leur expression, c'est presque un tableau de maître. Le Clos Vougeot droit devant. Le Clos de Vougeot est ce vignoble, entouré d'un mur de pierre. Ses limites n'ont jamais changé depuis le XIIe siècle, quand il a été créé par les moines de Cîteaux. Alors, le Clos Vougeot, c'est un vin extrêmement célèbre qui a été célèbre dès le XIVe siècle, puisqu'il était bu et très apprécié par les papes, notamment ceux d'Avignon, qui renaclaient à déménager la papauté à Rome parce qu'ils avaient peur de ne plus être approvisionnés en Clos Vougeot. L'avion quitte la route des Grands Crus et fait cap à l'ouest pour la dernière partie de son vol. Il se dirige vers l'un des ouvrages les plus exceptionnels de Bourgogne. On a l'impression de pénétrer dans un massif montagneux, bien que les altitudes soient modestes, on ne dépasse pas 600 mètres ici, mais les pentes sont raides. C'est un endroit très sauvage. Et là, juste derrière ce relief, on arrivera sur la vallée de Louche. Louche est une petite rivière qui longe le canal de Bourgogne. C'est l'un des 5 canaux qui traversent la région. Achevé au début du XIXe siècle, il a fallu près de 60 ans pour le réaliser. Il s'étire sur près de 250 km. L'ambition du canal de Bourgogne, c'était de relier le bassin de la Saône et du Rhône, donc le bassin qui se jette dans la Méditerranée, au bassin de la Seine, par son affluent qui était l'Yonne. Donc de pouvoir passer de la Manche à la Méditerranée par l'eau et non par la terre. Et ça, c'était important, notamment pour le commerce de la vigne, mais pas seulement de la vigne. Il y avait énormément de produits qui avaient intérêt à transiter par l'eau et pas par le sol. Aujourd'hui, le canal n'est plus utilisé pour le commerce, mais seulement par les plaisanciers. Nous traversons toute la Bourgogne pour rejoindre l'ouest du département de la Nièvre, sur la Loire. Christophe Voros nous emmène dans l'une des plus belles abbayes clunisiennes de la région. On arrive à la Charité-sur-Loire, par la Loire, puisque les moines de Cluny, lorsqu'ils s'y installent au XIe siècle, s'y installent en raison de ce fleuve qui est un obstacle à franchir et qui en même temps est une voie de communication qui va leur permettre de prendre leur essor dès le XIe siècle, durant le XIIe, XIIIe siècle. On voit très bien la manière dont la ville se structure. Au centre, le monastère, avec le clocher octogonal, avec la tour à l'ouest, avec les grands toits qui surplombent la ville. Et tout autour, les toits de la ville qui s'est greffé contre les murs du monastère. Et maintenant, on ne le voit plus à l'emplacement de la route, l'ancien port, qui était extrêmement bien organisé, avec des bâtiments pour le sel, pour les marchandises. Et il faut s'imaginer, à cet emplacement-là, un va-et-vient incessant de bateaux au Moyen-Âge qui remontaient ou descendaient la Loire. Les moines de la Charité-sur-Loire prospèrent grâce au commerce et construisent la plus grande abbaye d'Europe après Cluny. À l'époque, une ville de 4000 habitants s'étend tout autour.
C'est un véritable bourg qui va s'implanter contre les portes de l'abbaye, qui va même l'englober, l'enrober et qui va vivre de concert avec les moines. Donc les bourgeois, les habitants du bourg et les moines vont avoir besoin les uns des autres au cours des siècles et au cours de l'histoire. Christophe nous conduit sur cette place qui était autrefois le cœur même de l'abbaye. Aujourd'hui, des maisons occupent les murs du bas-côté de l'église. Après la Révolution française, les habitants s'emparent de l'abbaye et construisent leurs logements sous ses arcades. Ils s'installent aussi contre la façade, bouchant même l'entrée. Ce tympan illustre à lui-même l'évolution de l'histoire du bourg et de la prieurale, puisque après la Révolution française, une maison est venue se greffer dessus et il servait de décor intérieur. Et c'est à partir du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, qu'en détruisant ces maisons, on va redécouvrir ces éléments d'architecture spécifiquement clunisiens. Aujourd'hui, Christophe a fait venir une équipe de spécialistes. Avec ce drone, il photographie au plus près les décors de la nef et de la tour. Celles-ci, elles sont intéressantes, tu vois. Je vais me rapprocher un petit peu encore. Là. Voilà. À la croisée du transept et du chœur, on a des personnages mystérieux dont on ne connaît rien du tout. On ne sait pas pourquoi ils sont là et on va essayer d'en savoir plus grâce aux clichés qui vont nous permettre de voir tout un tas de détails qu'on ne voit pas à hauteur d'homme. Et ça va nous permettre de créer des modèles numériques que l'on va pouvoir comparer avec d'autres édifices clunisiens. Et ça va aussi nous permettre de faire avancer peut-être la connaissance et la recherche sur ces bâtiments qu'on a très peu étudiés. La Charité-sur-Loire est un site encore trop peu connu, qu'il est extrêmement important de préserver et de réhabiliter, car c'est un des sites qui nous permet aujourd'hui de comprendre le mieux l'expansion de Cluny en Europe au XIe et au XIIe siècle. Pour valoriser ce patrimoine, Christophe a imaginé un itinéraire qui permet de découvrir les abbayes de Bourgogne. Prochaine étape, Paray-le-Monial, dans le Charolais brionnais. Son abbaye exprime la splendeur de Cluny à son apogée. Nous retrouvons Christophe au pied de ce bâtiment. On a une chance extraordinaire que cet édifice ait traversé les âges, puisqu'il nous permet de comprendre la très grande église de Cluny, construite à la même époque. Alors, les moines de Cluny, en s'implantant à Paray-le-Monial, vont s'implanter dans un nouveau territoire qu'ils vont structurer, sur lequel ils vont rayonner et ils vont s'y comporter comme de véritables seigneurs. Ils vont lever les impôts, gérer les hommes qui y travaillent et également ils vont rendre la justice. Donc ce sont des seigneurs à part entière qui doivent montrer leur puissance. Et la manière dont ils vont montrer leur puissance, c'est par le biais de cette architecture, qui est une architecture qui s'élance. On peut comparer ces deux tours de façade à des tours d'un château fort. Le message, c'est les moines de Cluny sont des seigneurs. Comme à Cluny, une grande tour octogonale surmonte l'abbaye. Et sous l'avant-nef se trouvent une multitude de sculptures. Là, on a des chapiteaux sculptés qui représentent des figures animales, des figures humaines avec des décors végétaux. Et ce sont des chapiteaux que l'on trouve dans tous les édifices clunisiens. Les moines de Cluny ornent énormément leur construction. Il y a toujours des représentations, il y a toujours des figurations. On représente l'univers, on représente le cosmos en quelque sorte, qu'il soit réel ou imaginé. Et c'est une constante que l'on soit ici à Paray-le-Monial, à Cluny ou dans d'autres sites clunisiens.
À l'arrière du bâtiment, les décors de cette porte témoignent d'un nouveau style, inventé par les moines de Cluny. On a un portail sculpté qui est typiquement clunisien, qui est extrêmement beau, qui est surchargé de décors raffinés et qui fait référence à ce qu'on trouve à Rome, puisque les moines de Cluny sont sous la protection du pape directement. Donc on a par exemple ces pilastres cannelés. À côté, on a des marguerites que l'on retrouve déclinées dans toute la sculpture des moines de Cluny. Et on a des colonnes avec des décors très très chargés. C'est un lien direct marqué dans la pierre avec le pape, qui est le protecteur de Cluny et des moines de Cluny. Christophe reprend son itinéraire vers le nord. Il va en Côte d'Or pour se rendre à l'abbaye de Fontenay. Elle a été construite par un autre ordre monastique, les cisterciens. Un ordre qui choisissait de s'installer dans des endroits très reculés. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'on commence à comprendre l'histoire du monastère en y allant par la route. En l'occurrence pour Fontenay, il faut aller chercher cette abbaye, il faut aller la trouver au fond d'une vallée, sur des routes qui sont assez étroites. C'est un paysage très, très dense de forêts hostiles qui ne sont pas aménagées au XIIe siècle. Et ce sont les moines cisterciens de Fontenay qui vont défricher, qui vont assainir, qui vont aménager et qui vont faire de cet endroit un endroit habitable. Une poignée de moines cisterciens s'établit dans cette forêt pour s'opposer au luxe et à la puissance des clunisiens. Ils mettent plus de 30 ans à construire ces bâtiments. L'abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe. Ce qui saute aux yeux, c'est la sobriété et la modestie des bâtiments. À Cluny, on a des églises qui sont très grandes, très hautes, alors qu'ici, à Fontenay, nous n'avons pas de tour, simplement un petit clocher en peigne au-dessus du réfectoire, puisque ça n'a pas d'utilité autre que pour la communauté. On n'a personne à appeler en dehors du monastère, et il y a une volonté de la part des cisterciens de ne pas avoir de clocher, de ne pas avoir de signes ostentatoires. Il faut que les constructions soient le plus modestes possible. Dans le cloître, rien ne doit détourner l'attention des moines. Ces colonnes sont très pures, il n'y a pas de sculpture comme on peut en trouver à Cluny, mais simplement des motifs extrêmement simples comme ceci, qui représentent des fleurs de cistelle, qui sont des plantes que l'on trouve dans des endroits marécageux. Et c'est ce qui a donné le nom à Cîteaux, l'abbaye chef d'ordre des cisterciens. Et c'est en quelque sorte extrêmement amusant de retrouver comme un emblème dans les monastères cisterciens cette feuille qui est le seul motif que se permettent les moines sur leur chapiteau dans le cloître. À côté du cloître se trouve l'église, qui se distingue par son extrême dépouillement. Cet intérieur d'église est typique de l'esthétique cistercienne. C'est une église épurée, sa seule ornementation naturelle, c'est ces jeux d'ombre et de lumière que l'on retrouve tout au long de l'année en fonction des saisons. Les moines cisterciens veulent montrer qu'il y a d'autres voies possibles que celles empruntées par les moines clunisiens. Le but étant de montrer que sans ornementation, sans bâtiment grandiose, on peut être hors du monde et plus proche de Dieu. Les moines cisterciens prient, mais travaillent aussi de leurs mains. Alors, les moines cisterciens, comme ils s'installent dans des milieux hostiles, ils doivent être encore plus ingénieux pour faire venir l'eau, pour l'évacuer, pour en extraire les ressources naturelles. Et ils vont donc produire des ouvrages d'art et ils en font des outils de production
Cette roue à aube utilise la force hydraulique pour actionner le marteau à l'intérieur et pour produire, à partir de minerais de fer, des outils et d'autres éléments en fer. La forge est surdimensionnée par rapport à leurs besoins. Les moines engagent du personnel et se mettent à fabriquer de façon industrielle. Les cisterciens, contrairement à ce qu'ils disent lorsqu'ils s'implantent, ils ne vont pas faire que travailler pour eux et prier. Ils vont produire des biens de consommation qu'ils vont vendre partout en Europe. Cela à partir du minerai de fer, mais également à partir du bois ou d'autres ressources naturelles. Ils vont s'enrichir et donc ils vont faire comme les autres, les Clunisiens, qu'ils critiquent. Ils seront tout simplement des gens dans le monde. Notre voyage en Bourgogne, entre la Saône et la Loire, se poursuit plus au sud, du côté de Beaune, en Côte d'Or. Dans ces champs, des petites graines, à l'origine d'un produit incontournable de la gastronomie française, font leur réapparition. Ce sont les graines de moutarde. Cette culture avait complètement disparu en Bourgogne. Mais aujourd'hui, elle renaît grâce à la volonté de quelques passionnés, comme Marc des Arméniens. Il est à la tête d'une petite moutarderie familiale. Nous sommes au mois de juillet, en pleine période de moisson. Alors ça, ce sont les graines de moutarde qui ont été quelque part écossées. C'est-à-dire que dans les écorces que vous voyez ici, les siliques, comme on appelle ça, il se trouvent les graines. Et donc on va les moissonner, moissonneuse-batteuse, donc qui va séparer toute cette partie extérieure de la plante de la graine de moutarde. Marc vient récolter des graines de moutarde qu'il a lui-même sélectionnées. Il y a 50 ans, il n'y avait absolument plus de champs de moutarde en Bourgogne, puisque la culture avait disparu dans les années 1950, lorsque la politique agricole commune s'est mise en place. Et il a fallu vraiment rechercher des semences qui permettaient effectivement de pouvoir réintroduire cette culture ici en Bourgogne, puisqu'on avait perdu un petit peu l'historique de la moutarde et savoir quelle variété était bonne et pouvait être plantée ici pour satisfaire d'une part les agriculteurs, mais aussi les fabricants de moutarde. Depuis quelques années, Marc a fait le pari de fabriquer une moutarde exclusivement à partir de ses graines. Elle est belle, c'est l'or brun qui coule dans la veine. À quelques kilomètres de là, il a rendez-vous dans la ville devenue célèbre dans le monde entier grâce à la moutarde. Nous sommes ici dans le cœur historique de Dijon, où au Moyen-Âge, il y avait bon nombre d'échoppes et c'était un quartier très commerçant. Et il y avait bien sûr bon nombre de moutardiers qui officiaient dans ce quartier historique. C'est justement ce quartier que Marc a choisi pour installer son atelier. Il est le seul à produire de la moutarde à Dijon. Ce matin, il va fabriquer ce condiment avec un chef étoilé. Alors, je vais te montrer à quoi ressemble une véritable meule de pierre pour moudre les graines de moutarde de Bourgogne. C'est formidable. Alors, on va enlever. Avec cette meule de pierre, Marc perpétue une technique ancestrale. Wow, jolie pièce. Voilà. Alors, tu vois, le principe de fonctionnement, c'est que tu as la gisante, donc, qui est une meule en pierre fixe, qui est creusée par des sillons. Et puis une autre meule qui s'appelle la volante,
qui vient par-dessus la gisante. Et on obtient, après écrasement, donc une pâte qui est de la moutarde en grains, de la moutarde à l'ancienne. Oui, on sent vraiment que ça tourne. Oui. C'est réglé au millimètre, quoi. On associe un liquide constitué de vinaigre, de vin blanc, de sel, un peu d'eau, à nos graines de moutarde qui sont, elles, récoltées en Bourgogne. Au bout de quelques minutes, la moutarde s'écoule. Grâce à la meule qui tourne lentement, la pâte ne s'échauffe pas et conserve tout son piquant. Alors tu vois, là, je suis content parce que j'en ai marre d'entendre les gens me dire « Mais ta moutarde, elle vient pas de Dijon, les graines viennent... » Eh bien, celle-là, elle vient de Dijon et on l'a fait ensemble à Dijon. C'est une moutarde traditionnelle, comme on la faisait auparavant, avec cette notion de terroir, puisque la graine vient de la région. Le vin blanc, c'est un vin blanc d'appellation Bourgogne. Donc pour nous, c'est une grande fierté de pouvoir à nouveau produire de la moutarde à Dijon. Il y a de la puissance, hein. La fraîcheur, de la puissance. Le soir venu, les deux hommes se retrouvent dans le restaurant du chef. William Frachot va réaliser une création originale. Un dessert aux fraises et à la moutarde de Bourgogne. Alors, farine, sucre, du beurre et surtout, indispensable, je mélange un tout petit peu au début. Tout commence par un biscuit préparé avec l'enveloppe de la graine, le son de moutarde. Voilà, on saupoudre. C'est le son de moutarde. Le son de moutarde. Alors, le son de moutarde, c'est ni plus ni moins que de la cellulose, hein, du son. Et alors, c'est une senteur un peu vinaigrée, salée et moutardée, parce qu'il reste toujours des petits résidus d'amandes de moutarde à l'intérieur de ce son. Mais on peut faire plein de choses avec ce son de moutarde. Hein. La preuve, même un dessert. Il y a un côté floral qui est très agréable aussi, qui est très parfumant. J'ai mis pas loin de 10 ans à utiliser ce produit. Souvent, Marc me demandait, machin, je dis ouais, non, la moutarde, pour moi, c'est un condiment, ça se mange à la maison, en famille, avec un steak terminé. Et on s'est revu dernièrement avec Marc et on a pu goûter. Et je suis tombé sur le son de moutarde en me disant mais c'est ça en fait ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est ce côté moutardé où justement on n'est pas sur le condiment produit fini. Ce son de moutarde me permet moi d'ouvrir des portes sur la gastronomie, d'ouvrir des portes sur la cuisine, c'est-à-dire que je peux l'ajouter comme une petite note. Là en l'occurrence on est sur du sucré, il peut très bien aller avec un poisson sur du salé. Après un passage au four, le biscuit au son de moutarde est devenu croquant. Tiens Marc, on confirme. Oui, c'est vraiment... Il y a le goût moutardé qui apparaît en arrière-bouche. Le rétro-olfactif est agréable. On n'en prend pas comme quand on ouvre le pot de moutarde. Là, on a envie d'aller, on a envie d'un peu plus de moutarde encore. Nous allons faire maintenant la ganache montée à la moutarde. Voilà, moment important. Moment très important. Je vais mettre l'équivalent du ramequin. Je vais bien nettoyer. Tu chauffes tes éléments en fait. Voilà, je chauffe les éléments pour révéler au maximum le parfum. En fait, le fait de chauffer la moutarde, que ce soit dans une sauce ou même dans une pâte ou une pâtisserie, ça lui enlève son côté piquant. Parce que dans la moutarde, vous avez une essence qui est l'alisénébole qui s'évapore lorsqu'on la chauffe. Et donc là, on va retrouver vraiment la bonne saveur et le goût de la moutarde, sans son piquant, sans son acrimonie, comme on dit. Le chocolat blanc fond très vite. William ajoute maintenant à son dessert une note fruitée. Le parfum de la fraise va être sublimé par le piquant de la moutarde. Tu vois, comme par magie. Puis comme on est dingue, eh ben, écoute, on va aller rajouter encore un petit peu de son frais dessus. Quand on va vous amener le dessert, l'odeur, ça sera comme une fleur. Le parfum de la moutarde sera présent, olfactivement. Et en touche finale, la ganache à la moutarde. Et voilà.
c'est très fruité, le côté fraise qui est très présent. Et puis après, vous avez plein de petites choses qui viennent vous chahuter, qui viennent vous piquer la langue, avec cette moutarde qui vient toujours relever le côté de la fraise à tout moment. Elle est omniprésente, mais elle ne vient pas masquer ou elle ne vient pas, je dirais, dénaturer le produit. Nous quittons Dijon pour regagner la Loire, au nord de Nevers. Notre voyage se poursuit dans la réserve naturelle du Val-de-Loire, située entre la Charité-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire. Tantôt impétueuse, tantôt calme, la Loire érode les berges. Elle dépose du sable et crée une multitude d'îles. Cette partie du fleuve est surnommée la Loire des îles. Après les crues de l'hiver, les 135 îles de cette réserve naturelle sont inspectées. Vas-y, laisse couler. Tiens, on va prendre le petit bras, là. Allez, vas-y, Ram. Ce qui est assez extraordinaire ici, c'est la capacité de la Loire à arracher des arbres, à les déposer plus loin, où on a un paysage qui est changeant, des bancs de sable qui bougent, des îles qui disparaissent, d'autres qui peuvent apparaître. Donc c'est ce qui fait la richesse de ce site et la magie de ce site, en fait. Sur ce secteur de Pouilly, il y avait très peu d'îles il y a encore une vingtaine, une trentaine d'années. Et on commence à voir des petites îles qui sont en train de naître. On en a une juste devant nous, là, avec des petits saules tout jeunes, et qui commencent à configurer le paysage de la Loire de ces prochaines années. Ce conservateur protège et recense ces îles. Celle-ci n'a que 3 ans. Son histoire a commencé grâce à des arbustes particuliers. Alors là, on voit une île qui est en train de se former. C'est-à-dire que là, on a des petits saules qui se sont installés et qui vont piéger au fur et à mesure le sable. Comme un peigne, en fait, les branches des saules vont ralentir le courant, le sable va tomber au pied des racines et au fur et à mesure, le niveau de l'île va s'élever et d'autres saules vont s'installer, plus grands, et vont au fur et à mesure constituer une île boisée. Et on aura comme ça toute une différente génération d'îles qui vont se former sur cet espace de la Loire des îles. Ces saules sont l'une des rares plantes à résister aux caprices du fleuve. Il faut s'imaginer, quand il y a une crue là-dessus, les saules sont pliés. Donc il faut que ce soit des arbres qui soient en capacité de se fixer très rapidement dans le sol et de résister à la force d'une crue qui va recouvrir tout en hiver. Là, en hiver, on a quasiment 1 mètre 50 d'eau au-dessus des saules. Ces plantes sont les reines de l'adaptation. Elles affrontent aussi la sécheresse. En été, ces bancs de sable se transforment en véritable désert. Tiens, regarde, il y a un truc sympa. Sur ces milieux-là, tu as des espèces qui ne vivent que sur une saison, 2 mois. Et donc là, sur ces immenses étendues désertiques, en fait, on a quelques plantes qui arrivent à vivre dans ces milieux-là, comme la corygiole des grèves, qui est une espèce commune, une petite crucifère de la famille des choux, qui a développé un système racinaire très profond pour aller chercher l'humidité du sol, mais aussi un port très étalé pour minimiser son contact avec l'air, pour éviter d'être desséché, et qui va capter, ces feuilles vont capter l'humidité de l'air pendant la nuit pour pouvoir survivre dans la journée à des températures qui font 50 degrés. Un peu plus loin sur l'île, voici les prémices d'une future forêt. Regarde, quand tu regardes juste le haut de l'île, tu as une sorte de serpent vert là, qui serpente. Ça, c'est des semis de peupliers noirs. Peuplier noir, c'est une espèce qui est caractéristique de la Loire et des fleuves qui bougent. C'est-à-dire qu'il ne peut s'installer que sur du sable.
qui est humide. Donc là, il y avait de l'eau qui venait jusqu'ici. Les graines de peuplier sont tombées et ont germé. Et on a toute cette première génération de peupliers noirs là, qui sort. Et donc là, ça va former un grand cordon vert qui serpente le long du banc de sable. Et puis du coup, si la Loire ne porte pas ces peupliers, ils vont grandir, ils vont fixer le sable et ça va faire une île avec des jeunes peupliers. D'accord. C'est une espèce qui est indicatrice d'un fleuve qui bouge. Il n'y a pas beaucoup de fleuves en France où on a au même endroit des bébés peupliers et des très vieux peupliers qu'on peut voir sur les rives ou à d'autres endroits de certaines îles. Nicolas poursuit sa navigation vers un site qu'il surveille de près depuis une dizaine d'années. Ça bouge là-bas. Cette île sert de halte à des oiseaux migrateurs. Les sternes viennent chaque année s'y reproduire. Elle a pris quelque chose. Cette espèce est particulièrement vulnérable, car elle niche à même le sable. Et les animaux ou les hommes peuvent venir détruire les nids. On va le mettre là, ça va être très bien. Alors là, on est en train d'installer des panneaux pour matérialiser une interdiction d'accès, pour que personne ne pénètre sur cette zone-là et garantir la quiétude pour les sternes qui nichent ici, pour qu'elles assurent leur reproduction jusqu'à la fin août. Cette année, en fait, la Loire avait des niveaux très très bas au printemps. Et quand les sternes sont arrivées, elles n'étaient pas du tout en sécurité sur les bancs de sable qui n'étaient pas suffisamment encerclés d'eau. Elles sont parties voir ailleurs, il y a quand même quelques oiseaux qui se sont installés. Et donc du coup, là, il reste une quinzaine de couples. 3 ont réussi seulement à nicher. Et les autres sont partis voir ailleurs, alors qu'habituellement, on a quasiment 40 à 60 couples de sternes qui s'installent ici. C'est inquiétant parce que il ne va pas y avoir suffisamment d'oiseaux qui vont se reproduire et qui vont se fidéliser au site pour revenir l'année prochaine. Donc il ne faudrait pas que tous les ans ça soit comme ça. Là, il faut se dépêcher. On dérange un petit peu la colonie, on est à proximité. Donc là, il ne faut pas traîner. On a posé le panneau, on s'en va. Nicolas se dirige vers un site qui témoigne de l'histoire du paysage. Avec le déclin de la navigation, à partir de la fin du 19e siècle, la Loire a complètement changé de visage. Tant que la Loire était navigable, c'était un grand bras principal sans aucune végétation. Dès qu'il y avait le moindre arbre qui s'installait, l'homme l'enlevait pour pouvoir garder cette espèce de grands bras, de grandes veines d'eau pour que les bateaux, les gabarres qui descendaient du Massif central puissent passer jusqu'à Orléans et plus bas encore, jusqu'à Nantes. Supplantée par le chemin de fer, la Loire n'a plus été entretenue. Les îles ont commencé alors à se former. Ça, c'est une très très vieille île qui a quasiment plus de 100 ans, avec des saules, des peupliers sur les bordures, mais surtout du chêne, du frêne, de l'orme qui s'est installé et qui témoigne de la vieillesse de cette île, avec plein de vieux arbres morts, plein d'insectes, plein d'oiseaux qui nichent là-dedans. Quand on pénètre là-dedans, on a l'impression d'être presque en forêt amazonienne. Cette Loire, elle évolue en permanence. Là, on s'en va vers une Loire qui va emprunter un grand bras principal. Et puis, on aura tout autour une immense forêt-galerie. C'est ce que nous prédisent un peu les scientifiques, à l'image de ces grands fleuves amazoniens, par exemple. Voilà, peut-être, ça sera le visage de la Loire de demain. Salut les filles! Venez, 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 venez! À la traite! Pour préserver ces milieux, des pratiques qui avaient disparu sont de retour sur les bords de Loire. Recule. Recule. Christelle est une chevrière itinérante. Elle sillonne la Loire des Îles tout l'été avec son troupeau. Allez, indienne! On continue!
continue. Elles mangent exclusivement la végétation des bords de Loire, aucune céréale, aucun foin. Donc du fait de la diversité, elles ont tout ce qu'il leur faut pour être en forme. Et en plus, ça donne du goût au lait, et le lait va évoluer en fonction des saisons et en fonction de ce qu'elles mangent. C'est un vrai plaisir de les voir heureuses en bord de Loire. Christelle élève des coups clairs, une race locale quasiment disparue. Qui est-ce qu'on prend? Toi, non. Là. Allez, viens. Le temps de la traite, elle parque ses chèvres dans un enclos mobile. Attends, j'ai pas fini, ma fille. En ce moment, avec les parcs où elles sont, où il y a de l'acacia et tout, le lait est super riche. C'est super agréable. Et puis pour faire les fromages et tout, c'est génial. Il est tout crémeux, ils font dans les moules et il est délicieux. Cet après-midi, Christelle vient prêter main forte à d'autres bergers. Ces animaux vont prendre le bateau et l'embarquement s'avère délicat. Faut quelqu'un pour m'aider là devant. Vite, vite. Il y a Doudou qui est dehors. Une fois qu'on est sur l'eau, ça va. Après, elle bouge plus du tout, elle bouge beaucoup moins que dans un camion. On transhume comme ça. Là, ça y est, on est tranquille. Christelle et les autres bergers mettent le cap sur l'île située juste en face, à bord de cette gabarre, pilotée par un marinier. En 1900, sur les bords de Loire, chez nous, il y avait 3 chevriers pour environ 600 chèvres qui entretenaient les rues de commune, les rives, des bovins et des moutons sur les îles. Il y avait toute une culture, les gens vivaient au contact et avec le fleuve. Au bout d'un moment, c'était devenu une jachère géante, la Loire, avec quelques dépotoirs tous les 500 mètres. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui viennent se réinstaller, se réapproprient les bords de Loire, créer une présence. Parce que tant qu'il y aura une présence, il n'y aura pas ou peu de dégradation. Donc là, cette démarche, elle est vraiment intelligente et je pense qu'elle sera bénéfique à la Loire et à ses rives. Ce troupeau vient paître sur cette île pour la première fois. Ces animaux vont la débroussailler pendant 1 mois pour favoriser une végétation basse. Elle, ce qu'elle voit, c'est qu'il y a un nouveau terrain, il y a une alimentation qui est sympa, il y a plein de trucs différents. Elles aiment beaucoup explorer, les brebis. Là, stop, stop. Là, c'est ce qu'on appelle un peu un espace ouvert. Ça ressemble à une prairie parce qu'il y a moins de végétation haute. Plus elles vont manger les arbustes, plus l'herbe va avoir de lumière pour pousser dessous. Et donc, plus on va venir, plus ça va devenir enherbé, quoi. Ça va normalement améliorer le lieu avec le temps, quoi. En broutant, les brebis limitent la végétation. Ainsi, en cas de crue, l'île est submergée. Le fleuve occupe alors toute la largeur de son lit, évitant les engorgements. Tu restes. Nous quittons la Loire pour nous rendre au cœur même de la Bourgogne. À la croisée des 4 départements, nous pénétrons dans le Morvan. Cette ULM va survoler un massif qui s'étend sur une centaine de kilomètres. À son bord, l'un des responsables du parc naturel du Morvan. Donc là, on arrive par le nord sur le massif du Morvan. C'est le seul grand massif granitique au centre de la Bourgogne, à moitié couvert de forêt, à moitié couvert de bocage. Il faut quand même savoir qu'au XVIe siècle, les forêts de Paris étaient épuisées et les rares forêts comme Fontainebleau étaient réservées pour la chasse. Alors, à 200 km,
il y avait le Morvan avec de très belles forêts de hêtres et de chênes. Et donc, les bûches du Morvan ont chauffé Paris pendant 300 ans. Jusqu'aux années 60, le paysan morvandio passait 1, 2 ou 3 mois dans la forêt. Il était à la fois paysan et bûcheron. L'autre richesse du Morvan, c'est son eau. Ce massif compte 6 grands lacs, tous aménagés par l'homme. L'ULM arrive au-dessus du lac du Crescent. Ces lacs artificiels ont été créés principalement suite au crue de Paris en 1910 pour réguler un peu le niveau de la Seine. Une partie de l'eau qui coule sous le pont Mirabeau de la Seine à Paris provient du Morvan. Sur cette terre très dure, imperméable, granitique, il n'y a pas de possibilité d'avoir des nappes phréatiques comme dans les zones calcaires. Ce qui fait que le Morvan constitue donc une réserve d'eau très importante. Donc là, plus on avance, plus on voit bien le massif granitique du Morvan qui commence à monter pour culminer donc à 900 mètres. Le Morvan donc est truffé de centaines d'étangs qui d'origine ont été pour une bonne partie construits avec des digues de terre et autres pour cette industrie qui était le feuillage du bois. L'ULM s'approche maintenant du lac des Cétons. C'est l'une des plus grandes réserves d'eau du massif. À l'origine, elle a été créée pour faciliter le flottage du bois. Aujourd'hui, c'est devenu une importante base nautique. Alors le lac des Cétons, il a été construit dans les années 1850 et la digue a été construite en pierre de taille, extraite à quelques kilomètres dans des carrières, des magnifiques carrières de granit. Et en plus, il a gardé tout son système de vannes qui était fabriqué au Creusot, dans sa maison, la petite maison des machineries, au milieu de la digue. À une 60aine de kilomètres au sud du lac des Cétons, nous rejoignons l'un des berceaux de l'industrie française. Derrière cette colline, s'étend le Creusot. Ici, les usines constituent le cœur même de la ville. Elles ont été créées par une famille qui a bouleversé le destin de cette cité, les Schneider. Ils ont fait d'un petit bourg l'un des plus grands sites métallurgiques du XIXe siècle. Ce géant de 15 tonnes illustre l'histoire de cette saga industrielle. À l'époque, la locomotive, c'est le nec plus ultra de la technologie. On fait pas mieux. Pour prendre un parallèle un peu osé, il faut s'imaginer que vous achetez une usine aujourd'hui et vous décidez de construire, allez, un Airbus A380 au bout d'un an. Et c'est ce qu'ont fait les Schneider. Ils tentent le pari et ça va réussir. Grâce à la locomotive, le succès des Schneider est fulgurant. Dans les usines, les ouvriers fabriquent alors d'immenses machines, avec des outils toujours plus révolutionnaires, comme ce marteau-pilon, capable de forger de gigantesques pièces en fer. Les Schneider se lancent ensuite dans l'artillerie, avec notamment la fabrication de canons et d'obus. Ils fondent un véritable empire.
À côté de leurs usines, ils rachètent l'ancienne cristallerie de la reine Marie-Antoinette. Ils la restaurent pour en faire un palais qu'ils surnomment le château de la Verrerie. L'objectif, c'est de pouvoir y accueillir des chefs d'État, des délégations étrangères qui vont venir visiter les usines. À l'époque, les usines produisent des productions qui sont vendues dans le monde entier. Elles symbolisent la puissance industrielle de la France, ainsi que sa puissance militaire, parce qu'on a aussi des productions d'armes. Donc du coup, pour accueillir des chefs d'État étrangers, ils vont transformer la cristallerie de la Reine en ce palais. Pour divertir ces personnalités, les Schneider aménagent dans l'un des fours de l'ancienne cristallerie un théâtre. Ils s'inspirent du petit Trianon de Versailles. Les bas-reliefs, les tentures sont en trompe-l'œil. Au plafond, l'aigle à deux têtes de l'Empire autrichien fait référence à la reine Marie-Antoinette. Ceux qui viennent visiter les usines du Creusot, qui restent 2 jours, il faut les occuper le soir et donc du coup, on leur donne ici des représentations. Au fond, les banquettes blanches sont destinées à accueillir les maîtres de forge et les invités de marque. Et ici, sur les banquettes rouges, on peut imaginer que ce sont les directeurs de l'usine ou les personnalités du Creusot qui sont invités par les Schneider pour assister à cette représentation théâtrale. Sous le théâtre et le palais passe un étonnant réseau de galeries. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait une centaine de salariés qui travaillaient sur le site du château de la Verrerie et Eugène Schneider ne souhaitait pas que ces salariés traversent et croisent les routes de ses invités de marque. Donc du coup, le personnel passait par ces souterrains qui desservent la totalité du site du château. Alors, il faut s'imaginer ici des femmes de chambre, des majordomes, qui poussent des petits wagonnets, parce qu'il y a un système de voies ferrées, et c'est comme ça que se faisaient les transports dans le château de la Verrerie, pour éviter que les invités ne soient opportunés par ce petit personnel du château. Ce palais est aujourd'hui un musée. Ici, on est dans le Salon des Deux Amériques, qui est décoré par une tapisserie qui représente l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Et derrière nous, on a une représentation du port de Boston au XIXe siècle. Alors, on peut imaginer que Charles Schneider, qui a fait réaliser ce décor, a voulu montrer ici le commerce qu'il avait, notamment avec les Amériques et l'Amérique du Nord. Donc, on voit sur cette tapisserie des bateaux, un port en grande activité qui peut rappeler justement cette activité commerciale entre les usines du Creusot et les marchés nord-américains. En fait, c'est ici que Charles Schneider, le dernier des maîtres de forge, va recevoir ses invités pour négocier des contrats. Donc, il veut vraiment les impressionner. Au même titre que les invités ont été impressionnés par l'usine, ils sont ici impressionnés par ce décorum extraordinaire. Dans cette malle, le témoignage d'un privilège exceptionnel que l'État français leur accorde en 1940. Ici, on a une valise de monnaie de nécessité. C'est un objet assez surprenant. Durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus de circulation monétaire qui se faisait au Creusot et dans toute la zone occupée de la France. Et pour pouvoir assurer le commerce dans cette ville-usine, le Creusot, c'est une ville-usine, 15 000 ouvriers à peu près, une population globale de 30 000 habitants. La société Schneider a frappé littéralement monnaie. Ils ont été payés avec cette monnaie, les ouvriers de l'usine du Creusot. Donc là, on a un billet de 50 francs où on voit marqué donc Schneider et compagnie, usine du Creusot. Donc ça symbolise la puissance de la société Schneider, cette emprise, puisqu'en fin de compte, ce n'est pas la ville du Creusot qui va frapper monnaie, comme ça s'est fait ailleurs dans d'autres communes. Ici, au Creusot, c'est l'usine, la société Schneider qui frappe monnaie. Dès le XIXe siècle, le Creusot est surnommé Schneiderville, car cette famille règne sur la vie des habitants. Les Schneider créent des cités ouvrières, ils ouvrent des écoles de formation pour les garçons, des écoles ménagères pour les filles. Ils s'occupent des orphelins de la ville. Ils dispensent gratuitement des soins dans leurs hôpitaux et construisent une maison de retraite.
Au Creusot, on naît, on vit et on prie Schneider. Cette église a été commandée par Henri Schneider. Le chœur témoigne toujours de son empreinte. Ce vitrail porte une grande notion du paternalisme, qui est la relation entre l'employeur, le patron, et les ouvriers. Le patron se considère comme le père de l'ouvrier, d'où l'expression paternalisme. Et dans ce vitrail, Henri Schneider s'est fait représenter en Saint-Éloi. En face, sa femme, Eudoxie Schneider, est aussi représentée en Sainte-Barbe. Derrière le couple des maîtres de forge, on a les saints de l'Église catholique. Au-dessus, on retrouve sur un deuxième tableau les pères de l'Église. Au-dessus, on a Jésus. Et au-dessus de Jésus, on a Dieu. Henri Schneider se considère comme patron de droit divin. En plus de son père, dans les années 1880, il va chercher à exercer un contrôle sur la population ouvrière. Et l'ouvrier, si jamais il n'est pas satisfait, il doit quitter le Creusot. Il est obligé de quitter la ville parce qu'on est dans une ville-usine. Il n'a pas le choix, il ne peut pas aller chez un autre patron. Il n'y a pas d'autre patron. À proximité de l'église, la sirène retentit toujours dans ses ateliers, où on continue à fabriquer de l'acier. Elle annonce une nouvelle coulée. Ces usines n'appartiennent plus à la famille Schneider, mais au groupe ArcelorMittal. Des alliages très spéciaux sortent de ces fours. Ils servent à fabriquer des blindages d'hélicoptères ou encore des cuves et des couvercles pour les réacteurs nucléaires. Cette coulée est très impressionnante. Personnellement, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. J'avoue que ça correspond au symbole de l'industrie du Creusot, la puissance de cette industrie. De voir cette coulée, cette quantité d'acier qui est à 1700 degrés. On est à 1700 degrés là, donc de voir cet acier liquide qui coule comme ça dans une cuve, c'est quelque chose de magique. Aujourd'hui, le Creusot reste une industrie, une ville industrielle très puissante. Et donc du coup, on a cette continuité. C'est sans doute ce qui fait la spécificité du Creusot. Elle a été, elle est toujours. Nous remontons au nord du massif du Morvan pour atteindre le département de l'Yonne. Guidé par Stéphanie Val, ce groupe sillonne régulièrement le territoire sur de vieilles motos bourguignonnes. C'est vraiment un plaisir ici de rouler avec ces vieilles machines, ces vieilles dames qui ont près de 80 ans, qu'il faut de temps en temps ménager un petit peu. Dans les petites côtes, il faut faire attention de ne pas les faire chauffer. Terreau, c'est une marque bourguignonne. En fait, elle est née en 1897 à Dijon. Au départ, c'était une fabrique de vélos. Et puis, le concepteur a eu l'idée de mettre un moteur dessus. C'est une industrie qui s'est vraiment développée pendant plusieurs décennies, puisque dans les années 1930, en fait, la marque Terreau était plus importante que la marque Peugeot. Et puis, ils n'ont pas su se moderniser et la marque s'est arrêtée. C'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir découvrir le paysage et puis les faire rouler là où elles sont certainement déjà passées dans leur jeunesse, elles aussi. Amoureuse de sa région, Stéphanie emmène son groupe tout près de la colline de Vézelay. À 2 pas de la célèbre basilique, elle veut leur faire découvrir un site méconnu. Premier arrêt, Saint-Père-sous-Vézelay. Avec ses portails monumentaux, cette église rivalise avec sa célèbre voisine.
C'est quand même un lieu extraordinaire. On est à 3 km de Vézelay et on ne pense pas qu'il y a une aussi jolie église ici. On a une église qui est taillée comme de la dentelle, avec un fronton qui est très similaire en fait à celui de l'abbatiale de Vézelay. Les colonnettes sont très semblables, les personnages ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est vrai que l'ambiance générale en fait du fronton est quasiment la même. Et on a tout un tas de petites sculptures sur la totalité de la façade avec des petites trombines, des petits personnages qui sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment un joyau de l'art gothique bourguignon. Stéphanie et son groupe reprennent leur voyage sur les routes de Lyon. Elle les emmène en dehors des sentiers battus. Et là, nous voilà devant le château de Follin. Juste derrière cette demeure médiévale, ils rejoignent le canal du Nivernais. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. C'est un canal très sauvage, vraiment sur tout son linéaire. C'est un canal très double Lyon sur une grande partie de son cours d'eau et qui parfois est mêlé à Lyon et parfois est complètement séparé comme on voit ici. En fait, il a été construit il y a très longtemps pour pouvoir faciliter le flottage du bois qui était envoyé pour chauffer la capitale. Un peu plus loin, le groupe longe le plus grand site d'escalade de la région. Ici, on arrive sur un patrimoine naturel tout à fait impressionnant. Ce sont les rochers du Saussois. C'est une barrière de corail qui traverse une grande partie du département de Lyon. La falaise fait près de 60 mètres de haut. Ici, il y a 150 millions d'années, il y avait la mer. Et quand la mer s'est retirée avec l'érosion, et bien finalement, ça a fait ce magnifique paysage, ces roches qui sont vraiment un patrimoine naturel exceptionnel. Le groupe prend maintenant la direction de l'une des cités médiévales les mieux préservées de Bourgogne. Voici le village de Noyères-sur-Serein. À Noyères, c'est extraordinaire parce qu'on repart dans le temps, on part des siècles en arrière et on arrive au Moyen-Âge. On est dans un village avec énormément de maisons à pans de bois. Il y en a près de 80 à travers l'ensemble du village. C'est vraiment un village charmant où on a beaucoup de plaisir à s'arrêter. Il y a des très jolis pans de bois de ce côté-ci, c'est des maisons très anciennes. On retrouve un certain nombre de sculptures comme sur d'autres maisons dans le village, notamment celle-ci de Saint-Vincent. Et puis quand on se retourne, on a aussi celle-ci qui est une des plus anciennes maisons du village. Cette place, elle a une histoire particulière. Elle s'appelle donc la place de la petite étape aux vins. Les vins de Bourgogne étaient transportés jusqu'à Paris. On avait besoin de les faire reposer en cours de route. Donc en fait, ils étaient stockés dans les celliers qui étaient juste ici ou juste là. Et quelques jours, on les laissait reposer et puis ils reprenaient le chemin jusqu'à la capitale. Donc ça, c'est une des très jolies rues aussi de Noyères. On va retrouver... Regardez comme c'est mignon derrière. C'est un endroit que j'aime beaucoup.
Ici, on a une maison qui est très intéressante, de par son architecture et surtout par ses sculptures. En fait, on remarque qu'il y a plusieurs personnages qui sont sculptés à chaque poteau cornier. Et c'est la maison donc, des corporations, ce qui veut dire que c'est un petit peu la maison syndicale du village. Les commerçants se sont regroupés pour montrer qu'ils avaient un pouvoir important, qu'ils auraient voulu être des nobles. Ils ne l'étaient pas, donc ils ne pouvaient pas porter l'épée. C'est pour ça que ce personnage, par exemple, porte l'écu et non pas l'épée, cette espèce de bouclier intéressant. Mais ils avaient envie que le village sache qu'il pouvait compter justement sur ce pouvoir fort des commerçants et que le roi devait le savoir aussi. Le groupe termine son périple au nord du département, près d'Auxerre. Ici, on commence à remonter sur les collines mêlées de céréales et de vignobles. On va très bientôt arriver à Irancy et le panorama va complètement changer. Les vignes d'Irancy forment un cirque naturel, avec au fond le village de vignerons. Elles produisent l'un des vins les plus réputés de l'Yonne. Et là, on a une vue magnifique sur le vignoble de l'Auxerrois et un petit peu le vignoble du Chablisien. C'est un endroit splendide. Je crois que c'est celui que je préfère dans l'Yonne. Plus au sud, un autre vignoble fait la célébrité de la Bourgogne. Entre Dijon et Chalon-sur-Saône, s'étendent 3 grands vignobles. Au sud, la côte chalonnaise. Au nord, la côte de Nuits. Et au centre, la côte de Beaune. Sur près de 20 km de long, se succèdent une trentaine d'appellations prestigieuses, comme Beaune, Pommard, Volnay et Meursault. À bord de ce ballon, une énologue découvre pour la première fois ce vignoble vu du ciel. On ne sait plus où donner de la tête en fait. Heureusement qu'on a une vision à 360 parce que finalement on est... C'est un balcon à 360 degrés. Exactement. Depuis quelques mois, Ludivine Griveau s'occupe de l'immense domaine des Hospices de Beaune. Alors sur notre gauche, la colline de Corton, juste en contrebas, le village de Savigny-les-Beaunes, et puis eh bien, voilà, le vignoble bourguignon de la côte de Beaune qui s'étend devant nous. Et puis vous voyez toute l'organisation, on va dire depuis les coteaux jusqu'à la plaine, des appellations de Bourgogne. Alors les grands crus en général sont situés plutôt sur les hauts de coteaux. Il faut imaginer que l'on suit un petit peu, on monte la pyramide, et bien on monte le coteau. Et puis plus on arrive vers le sommet de la pyramide, plus on arrive à hauteur des grands crus. Mais pas trop non plus, parce que si on franchit une certaine altitude, si on franchit une certaine exposition, les températures, les vents, la nature des sols peuvent basculer et changer. Et souvent on redescend d'une catégorie de niveau d'appellation. On va compter les raisins. Voilà. Chacun compte un rang. Ce qui est étrange, c'est qu'on est en l'air et on se sent quand même en osmose avec ce qui est dessous, avec la terre. Le domaine des Hospices de Beaune est très morcelé. Il compte une centaine de parcelles, essentiellement réparties en côte de Beaune. Les Hospices de Beaune ont en leur sein à peu près 21 hectares sur les 60 en appellation Beaune premier cru. Donc on en trouve les Beaunes sans vigne, les Beaunes grèves, les Beaunes bressandes, le Clos des Mouches. Voilà. Et ça s'étale tout au long de cette belle colline que l'on peut apercevoir
derrière nous. Tout ça nous donne, là encore, vous voyez, vraiment l'organisation des appellations au fur et à mesure du coteau, puisque vous avez les Beaunes villages qui sont sur la partie la plus en plaine, et puis plus vous gravissez le coteau, eh bien, plus vous avez des appellations premier cru. Sachant qu'à Beaune, il n'y a pas d'appellation grand cru sur le nom de cette commune. On prend encore plus la mesure de la disposition parcellaire, de l'organisation des communes les unes par rapport aux autres. Et puis, voilà, c'est un côté tout à fait mouvant. J'avoue que je savoure. C'est un autre angle du vignoble que je ne connaissais pas et ça me fait l'aimer d'autant plus. En bas des coteaux, Ludivine survole maintenant les hospices de Beaune. Une institution créée ici au Moyen-Âge. Au fil des siècles, son domaine viticole s'est constitué grâce à la générosité des hommes. Tout est parti des hospices de Beaune. Colarolin, Guigonne de Salins fondent les hospices en 1443 pour accueillir les malades, pour les soigner et leur prodiguer des soins gratuitement. Et en remerciement, les gens ont commencé de donner des terres, des vignes, même parfois des immeubles. Et tout est parti de là et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. On doit tenir ce patrimoine en bon état, on doit le chouchouter, on doit essayer humblement de comprendre ce qu'il nous renvoie comme information, millésime après millésime. Donc on est effectivement sur cette ambiguïté de vouloir à la fois le maîtriser, mais aussi le respecter, le comprendre, mais aussi le laisser faire. Un peu comme des enfants. Chaque jour, Ludivine arpente les différents terroirs pour rencontrer ses vignerons. À 37 ans, elle est la première femme à prendre les rênes de ce prestigieux domaine. Nous sommes au mois de juin. Il ne lui reste que quelques semaines pour connaître les secrets de chacune des parcelles. Les vendanges, bon, ça vous semble encore loin, mais pour nous, c'est demain. Et il faut que d'ici demain, j'ai acquis et ingurgité un maximum d'informations. On a des vignes un petit peu partout, donc il faut du temps pour savoir où elles sont. C'est un peu un jeu de piste. Et il faut repérer les indices, à supposer que personne ne les touche, parce qu'il y a des fois des petits malins qui enlèvent un caillou que je m'étais mis sur un piquet. Ou alors le caillou tombe, mais quand j'ai un doute, j'ai mon téléphone portable et j'appelle les vignerons pour qu'ils me viennent en aide, pour me repérer. Ah tiens, j'aperçois Gérard, on va aller s'arrêter pour lui demander où il en est, ça me permettra de savoir l'état d'avancée des travaux dans son vignonnage. À Meursault, Gérard Goutard est l'un des 23 vignerons du domaine. Il exploite une parcelle plantée en cépage de chardonnay qui donne un vin blanc d'exception. Oui, bien là on commence à voir la future récolte. Là, c'est vrai que ça s'annonce pas mal. Je la voyais pas si généreuse, mais finalement... mais là, il faut absolument que ça arrive au bout, quoi. Cette parcelle a été léguée aux hospices de Beaune il y a plusieurs siècles. Les premières parcelles ont rejoint le domaine au XVe siècle. Et puis la dernière en date, c'était janvier 2015. Donc ça fait 500 ans que ça dure. Donc quand même, présenté comme ça, on comprend qu'on peut quand même y mettre non seulement du cœur à l'ouvrage, mais aussi un certain respect de ce que nos ancêtres nous ont gentiment confié. Ludivine redresse les vignes avec Gérard et partage son expérience. L'objectif, c'est que le raisin soit le mieux possible, surtout pas trop concentré, quoi, hein, qu'il soit vraiment bien aéré. C'est primordial. Là, je vais essayer d'attacher celle-ci parce qu'il y a des raisins dessus, on ne peut pas la laisser comme ça. Alors, voilà. C'est eux qui me transmettent quand même aussi l'historique des parcelles. Moi, je ne peux pas être là depuis moins d'un an et puis connaître tout par cœur et le comportement. Je n'ai pas fait un cycle de vigne encore complet. Là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'on a besoin les uns des autres. Et puis, j'ai à cœur de prouver aussi que c'est ensemble. Pas que toute seule. Toute seule, c'est pas possible. Et eux, tout seuls, c'est pas possible. Donc, c'est tout le monde ou personne, quoi. Voilà. Mais j'ai été bien accueillie, ouais, j'avoue.
Ouais, je pense que il est vrai que pour nous, enfin moi, par mon ancienneté, plus de 23 ans, être dirigé par une femme, ça me fait drôle, hein, mais pourquoi pas, il n'y a pas de souci, hein, je me fais pas de soucis pour elle, hein, ça c'est clair. Hein. Hein. La première chose qui m'a impressionné, c'est quand je suis arrivé dans le bureau où habituellement hein, c'était un homme et là une femme avec le sac à main et tout, donc ça m'a un peu fait drôle, mais sinon, non. Il m'en reste plus que deux, Gérard, des agrafes. Vous en voulez? Ah, mais regardez comme elle se défoule. C'est vrai que là, je perds du temps, hein, ça c'est clair. Mais bon. Non, mais sans parler de temps, ça c'est vous qui voilà. gérez votre... Tenez, vous en avez assez? Oh, mais c'est un paquet de je sais pas quoi que vous m'avez donné là. Ah non, bah, j'en veux pas de ça. Ah, mais ça vous énerve pas d'avoir tout le temps à... Ah, c'est chiant. Il y en a un petit peu partout. Ludivine a un grand défi à relever, fabriquer le millésime des hospices de Beaune. Dans 6 mois, ces vins seront proposés lors d'une célèbre vente aux enchères qui attirera des acheteurs du monde entier. À 2 pas des Grands Crus, les Hautes-Côtes de Nuits recèlent un autre fruit emblématique, surnommé le noir de Bourgogne. C'est une variété de cassis. Ça, c'est un cassis qui me plaît. En fait, il y a toute une complexité aromatique dans ce grain de cassis. On a l'acidité, on a l'astringence, et puis derrière, on a les arômes qui arrivent avec des puissances aromatiques qui sont à différents étages et puis qui se diffusent dans le temps. Donc voilà, un grain de cassis, c'est comme ça. C'est lisse, ça reflète la lumière, on a un éclat lumineux dessus, et quand on l'ouvre ici, donc on a les petits grains, l'intérieur, la pulpe qui est verte, translucide, et puis la couleur est contenue dans la peau. Et donc si on l'écrase, tout doucement, on libère la couleur, qui est caractéristique du noir de Bourgogne. Lui, c'est seulement sa peau qui amènera la couleur. À l'arrière de la machine, avec sa famille, il contrôle la qualité des baies. Voilà, on trie en fait pour que ce soit le plus pur possible, qu'on ait le moins d'impuretés possible, quoi. C'est un produit très fragile en fait, malgré sa peau, etc. Quand on veut le ramasser à maturité, comme nous on fait en pleine maturité, c'est-à-dire à l'instant où il est le meilleur, et on a très peu de temps pour le ramasser avant qu'il passe le stade supplémentaire où il sera oxydé ou pas au bon stade pour obtenir l'excellence. Ici, c'est la vigne qui est notre référence. Hein. On est quand même sur les Champs-Élysées du vin entre Dijon et Beaune. Et pour les petits fruits rouges, c'est exactement pareil. Le cassis ici dans les Hautes-Côtes avec des terres peu profondes, énormément de cailloux, il ne va pas avoir beaucoup de rendement. Il va souffrir pour pouvoir donner. Et ça va lui donner sa qualité. Tout le cassis est cueilli en une journée. Sylvain va transformer sa récolte dans son atelier. Il y fabrique de la crème de cassis. Une liqueur qui a fait la réputation de cette baie. Ludivine est venue assister à cette fabrication. C'est un goût à la fois sucré et acidulé. Les baies de cassis sont foulées pour mieux libérer leur saveur dans l'alcool. Ensuite, place au pressage. La toile permet de filtrer le jus. Bon. Donc notre petit grain qu'on a mis dans le tonneau, on lui a versé de l'alcool. Ouais. Et puis après quelques mois d'infusion dans l'alcool, voilà ce qu'on obtient. Donc en fait, tu vois, on met l'alcool à fleur. Ah oui, à fleur. Elle est vraiment juste que les fruits baignent dedans, mais soient pas trop... C'est souple ou pas? C'est souple. Les baies sont restées très intègres, très entières. Ah bah là, les grains de cassis, en fait, ils ont été réhydratés par l'alcool. Donc ils sont redevenus des grains. Par contre, si on les prend tous un par un, ils sont tous, ils sont ouverts pour permettre l'échange et donc pour permettre à ce solvant, l'alcool, de venir extraire les arômes, la couleur, la texture du cassis.
Dans sa liqueur, Sylvain ne rajoute aucun additif. Tout ton fût va tenir là? Oui. Oh, oui. Ouais. Un premier liquide clair et très fruité s'écoule naturellement, mais ce n'est pas encore de la crème de cassis. Alors là, tu vois, on tend la toile. Ça, c'est un moment que j'aime bien. Je protège mes arômes, je mets en œuvre et je ne vais extraire que ce qui passe à travers. Je peux prendre un verre? Ouais, bien sûr. Ça me démange depuis tout à l'heure. C'est le moment. Là, je sens, dans le manche du pressard la résistance qui commence à arriver. Je ne fais pas de guider. Non. Moi, je sais déjà. À l'œil, je le sais. Ouais. Cette fois, le cassis est pressé. Première dégustation. Déjà, à l'œil, c'est plus visqueux que tout à l'heure. Oui. Ça paraît plus C'est visqueux. aussi plus brillant. Oui. Et tu vois, là, on est sur la peau du fruit. Ça y est, on n'a plus que le jus, que la... Voilà, on a passé un cap. Là, le cassis se livre, nous donne ce qu'il a dedans, quoi. Hein. Et puis, ces peaux qui sont écrasées libèrent toute leur couleur, toute la brillance du cassis qui est présente, qui est tenace et qui est le premier signe qualitatif d'une crème de cassis. Avant toute chose, une crème de cassis, avant de la boire, quand elle est finie, il faut qu'elle colle au verre et qu'elle soit violacée. Il faut perpétuer cette façon de faire parce que c'est, outre le patrimoine et le produit fini qui en découle, ce sont aussi des valeurs. Voilà, des valeurs qui vont avec, des valeurs associées. Celle d'un travail de longue haleine avant dans les parcelles, celle d'un travail d'équipe aussi, parce que tout seul, on n'y arrive pas, hein, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est... Voilà, et puis de nos terroirs. Donc, oui, ça, il ne faut pas les abandonner. Dans 3 mois, ce sera au tour de Ludivine d'élaborer son millésime. Nous la retrouverons pour les vendanges. Au milieu du vignoble de la Côte de Nuits, se dresse le château de Gevrey-Chambertin. Avec sa tour imposante, cette maison fortifiée, construite au début du Moyen-Âge, servait à protéger les vignes des pillards. En Bourgogne, une multitude de châteaux jalonnent le territoire. 2 historiens les recensent tout au long de l'année et étudient leur architecture. On arrive à 3000-3500 châteaux du Moyen-Âge, 10e, 15e siècle. Et notre chance ici, c'est qu'ils n'ont jamais été détruits. Il y a des régions où la pierre était rare, où on a systématiquement démonté les châteaux. Il y a des régions qui ont été touchées par la guerre. Nous, on est une région qui a été très riche au Moyen-Âge, avec beaucoup de villages, beaucoup de seigneurs. Et puis, pas de destruction. Il y a de la pierre partout, donc on n'a pas besoin de démonter les châteaux pour construire ailleurs. Et donc, on a un patrimoine de châteaux d'une richesse extraordinaire. Première étape, au nord de la Bourgogne. Ils commencent leur tournée par une curiosité. L'église de Chitry-le-Fort a des allures de château. Pendant la guerre de 100 ans, les villageois l'ont fortifiée pour résister aux assauts des Anglais. On est devant l'église paroissiale à laquelle on a adjoint des éléments de défense pour assurer la protection des villageois. Par exemple, une grosse tour qui permettait de tirer sur un ennemi qui viendrait miner la base de la tour, assiéger cette tour. On a tout un tas d'ouvertures de tir qui ont été aménagées sur cette église. On avait probablement un fossé qui permettait aussi d'éloigner les ennemis. Et peut-être même une enceinte qui a désormais disparu. Les églises fortifiées sont nées dans des contextes où il n'y avait plus de pouvoir, plus d'État, il n'y a plus de seigneur pour organiser la défense, et donc le pouvoir seigneurial va laisser les paysans se débrouiller eux-mêmes, va leur donner l'autorisation de fortifier.
Et on voit qu'elle a servi parce qu'il y a des traces d'impact tout autour de l'archère canonnière, là, au premier niveau. Effectivement, là, autour de cette petite ouverture, on voit les impacts à une époque où elle servait encore, durant les guerres de religion. C'est pas très connu parce que souvent au 19e siècle, on les a défortifiés pour les retransformer en église parce qu'on ne comprenait pas ce que c'est que des choses qui utilisent le vocabulaire religieux et le vocabulaire militaire. À une centaine de kilomètres de là, perché sur ce nid d'aigle, dominant la plaine de l'Ossois, le village de Châteauneuf et sa forteresse médiévale. À la fin du Moyen Âge, les seigneurs transforment le château en demeure de plaisance, mais conservent certains aspects défensifs. Alors, ici, on voit bien ce pont-levis traditionnel avec la porte cochère, la porte piétonne, les deux tours. Mais tout ça, c'est pas vraiment ce qui est défensif parce que c'est construit au XVe siècle, à l'époque où on vient d'inventer le boulet métallique et l'architecture ne parvient plus à résister au boulet métallique. Alors pourquoi mettre des grandes tours comme ça qui n'ont pas d'utilité? Pour faire riche, pour faire beau, pour être décoratif, c'est vraiment de l'architecture ostentatoire. Ce logis est vraiment d'une qualité particulière. La sculpture, c'est ce qu'on va retrouver sur le Palais des Ducs à Dijon. On ne s'attend pas à trouver une si belle qualité de sculpture dans un petit bourg de l'Ossois. C'est quasiment de qualité royale. On pouvait construire ça pour recevoir le roi. Souvent, ça ne servait à rien. Ça servait une ou deux fois dans la vie du château, parfois jamais. Mais c'est la politique, c'est le mode de vie de l'aristocratie de la fin du Moyen-Âge. Au XIVe siècle, en France, naît l'art d'habiter avec des pièces qui ont des tailles différentes, des fonctions différentes. Une grande salle pour la réception, une chambre qui est une pièce semi-privée, et puis des pièces complètement privées comme les garde-robes derrière. À l'étage, voici la chambre. Mais à l'époque, la nouveauté, c'est la pièce d'à côté. Derrière la chambre, il y a une pièce plus petite, on appelle ça la garde-robe, qui sert aussi vraisemblablement de salle de bain. Cette baignoire était surmontée d'une planche sur laquelle le seigneur s'appuyait pour manger. Et juste à côté, les latrines. Petit détail qui est toujours amusant, c'est que les portes de latrines dans les châteaux se ferment par l'extérieur et pas par l'intérieur. On a peur que les ennemis montent par le conduit des latrines et donc on ferme la latrine quand on sort de la latrine pour que si un ennemi rentre, il soit enfermé dans la latrine. À l'étage, autre surprise. Ici, nous sommes dans les combles, sous les toits. Traditionnellement, on s'imagine que ces espaces étaient réservés aux domestiques. Et en fait, pas du tout. À Châteauneuf, on se rend compte que ce sont des pièces luxueuses avec des coups-sièges, des belles cheminées. Et il faut s'imaginer au XVe siècle que tout ça, c'est recouvert de lambris de chêne plafonnés. Ce sont des pièces extrêmement luxueuses. On met ici le seigneur ou des invités de marque. Et il y a une réappropriation des combles au XVe siècle, notamment parce qu'on apprécie le paysage. Les deux historiens longent maintenant le canal de Bourgogne. Hervé et Fabrice se rendent à présent au château de Tanlay. Un édifice transformé à la Renaissance en résidence de prestige. Alors, le château a un plan très classique avec un immense corps de logis et deux ailes en retour, avec un jeu de l'eau, du bruit de l'eau, du reflet du château dans l'eau. Donc l'eau, ce n'est pas uniquement la défense, c'est aussi la beauté, l'art de vivre. Et puis devant, on a un pont dormant et ces deux pyramides très originales qui sont à l'image de tout le château. Le plan est classique et le décor est extrêmement hardi, presque ironique. Il y a beaucoup de joie, de gaieté dans ce château, je trouve.
Il est très original parce que la Renaissance est très originale. Ce sont des protestants, donc c'est des gens qui osent la rupture, qui osent la liberté, qui essaient quelque chose de différent. Ce château appartenait à la famille de Coligny, l'un des chefs protestants au XVIe siècle. Il tenait conseil en haut d'une tour, dans ce petit cabinet de curiosité. On voit ici au plafond une scène assez incroyable, la représentation des dieux de l'Olympe. Ces dieux représentent également les principaux personnages de la cour, avec par exemple une Vénus à côté de Mars qui pourrait très bien représenter Diane de Poitiers. On voit par exemple que le Seigneur des lieux s'est représenté ici en Hercule avec son frère, Gaspard de Coligny, l'amiral Gaspard de Coligny, représenté en Neptune. Un Janus, par exemple, couronné, qui pourrait représenter le roi ou le pouvoir royal, très ambivalent, d'un côté favorable aux protestants, puis changeant d'avis. Cette peinture correspond aussi à une reprise des hostilités entre les protestants et les catholiques. Et ce qui explique aussi pourquoi cette peinture est restée inachevée. En fait, Catherine de Médicis va partir en guerre contre les protestants, va demander à des armées de déloger Coligny ici. Coligny va fuir avec toute sa famille et tous les travaux qui étaient en cours ici, dans ce château de Tanlay, vont s'arrêter brutalement. Ils ne sont repris qu'un siècle plus tard. Dernière étape, un château Renaissance à l'architecture avant-gardiste pour la région à l'époque. Ancy-le-Franc. Avec son plan parfaitement carré et ses façades symétriques, il s'inspire directement du château de Fontainebleau. Il est l'œuvre du même architecte italien. Ce bâtiment est complètement exceptionnel en Bourgogne. Il est très sobre, extrêmement bien équilibré. On ne sait pas s'il est grand ou s'il est petit. Il existe, voilà, il est là, il est en dehors du temps. Alors après, quand on cherche un petit peu, on se dit château de 1550, mais c'est incroyable, c'est un ovni. Il a 1 siècle, 2 siècles d'avance sur son temps. C'est un geste architectural complètement fou. À l'époque, en 1550, en Bourgogne, on est encore au Moyen-Âge, on fait du gothique, on commence à découvrir la Renaissance avec beaucoup de naïveté, avec un petit peu de décor. Et là, on a un bâtiment qui arrive avec 100 ans d'avance, qu'on n'avait jamais vu. Si les façades extérieures sont dépouillées, la cour est somptueuse. Hervé et Fabrice entrent ici pour la première fois. Ah, c'est superbe. Il faut vraiment le voir, parce que les photos ne rendent pas pareil. Quand on est ici, vraiment, ça a une impression... Magnifique. On a ici une cour avec 4 côtés parfaitement symétriques qui se répondent, avec une architecture très savante, qui s'inspire de l'Antiquité, avec l'usage notamment de ce qu'on appelle des travées, qui se reproduisent régulièrement, alternant des pleins avec des niches encadrées par 2 pilastres et des fenêtres. Donc un rythme régulier, avec 2 niveaux qui sont très différents. Ici, on est sur un chef-d'œuvre intégral. Le moindre détail est parfaitement réalisé. On a la rencontre d'un architecte de génie qui veut exprimer toute la pensée qu'il a, avec un mécène qui est extrêmement fortuné, qui a une hardiesse fantastique et qui va oser faire ce que personne ne fait. Et donc, cette chose qui a sans doute choqué à son époque, qui était d'une hardiesse folle, va devenir un modèle pour toute l'Europe. Les rois, les empereurs, les papes vont se mettre à imiter ce modèle. Ancy-le-Franc, c'est vraiment une source d'inspiration pour toute l'architecture jusqu'à aujourd'hui. Nous quittons le château d'Ancy-le-Franc et le département de l'Yonne. Pour revenir en Côte d'Or. Nous
Nous sommes au début du mois de septembre. Le raisin est arrivé à maturité. Ludivine Griveau, le régisseur du domaine des Hospices de Beaune, a donné le coup d'envoi des vendanges dans les 100 parcelles du domaine. Allez, c'est parti. Ça, il y a du raisin, c'est propre. Très belle qualité, ça va être un grand plaisir. Super, à première vue, voilà, très sucré, très savoureux. Des pellicules, donc les peaux, hein, ça s'appelle aussi les pellicules relativement épaisses, mais avec aucune amertume, beaucoup de croquants. Et donc, voilà, on va s'apprêter certainement à faire des vins plutôt colorés, avec des tanins assez soyeux. Donc, on verra, hein, là, c'est du pronostic. Hein. On attaque. Sur le domaine des Hospices de Beaune, la récolte se fait à la main pour que les grappes restent intactes. Bon, vous vous appliquez bien, hein, comme ça, moi, après, pour moi, c'est du tout cuit. Hein. Ah oui. Là, la jeune fille est bien appliquée à ce qu'elle fait, ça fait plaisir. Et ça, c'est les filles. Il faut être particulièrement vigilant à ne pas prendre les non-mûrs, donc ça s'appelle du verjus, c'est les grappes qui sont surtout en hauteur, qui sont blanches encore, donc qui sont vraiment pas mûres. Et les raisins qui sont un peu trop mûrs justement et qui du coup ont pourri, comme ici par exemple. Donc en général, quand on a une grappe complètement pourrie, on la prend pas, et quand on a les partiellement pourris, on coupe juste les morceaux qui ne vont pas, et on garde le reste. C'est un mélange d'émotions, hein. C'est à la fois j'ai hâte parce que maintenant que les raisins sont coupés, il faut que j'en fasse du vin. C'est une émotion un peu de trac parce que le vin qu'on va en faire, il faut qu'il plaise. C'est un petit peu comme un côté artistique. Donc ce cumul d'émotions qui fait qu'à des heures de la journée, il y en a une qui prend le dessus par rapport aux autres. Donc les journées sont un peu... Mais sinon, c'est fabuleux. Les grappes vont être transportées jusqu'à la cuverie des Hospices de Beaune, située à quelques rues de l'Hôtel-Dieu. Les vignerons viennent tour à tour y déposer leurs récoltes. Pendant une semaine, les appellations les plus prestigieuses se succèdent sur cette table de tri. Du Beaune, Beaune premier cru, les Champenots. Par contre, vous vérifiez bien les grosses grappes, hein, à les couper en deux. Oh, c'est chaud. La consigne est simple, en fait. On ne laisse passer que ce qu'on mangerait. Ces grains d'excellente qualité partent ensuite en direction des cuves pour être transformés en vin. C'est à ce moment que Ludivine commence son travail d'énologue. Elle doit vinifier le contenu de ses 45 cuves. Ça, c'est du raisin qui est dans la cuve depuis un tout petit peu moins d'une semaine. C'est du Clos de la Roche Grand Cru, donc c'est en côte de nuit. Et là, on est encore en phase de jus qui baigne dans les baies de raisin. Et on s'occupe d'extraire la couleur et les arômes. Ludivine et son équipe se relaient presque jour et nuit pour surveiller ces cuves. Ici, les baies sont arrosées avec leur jus pour libérer plus d'arômes et de tanins contenus dans les pots. Ça va, Quentin? Ça va bien. Tu sais, celle-ci, hier, elle était un petit peu en train de monter en température. Ça te semble mieux, là, aujourd'hui? Ouais, ça va. Il y a juste eu celle d'à côté où on a dû délaisser un petit peu. Ah, parce qu'elle était trop remplie? Elle était trop remplie, donc on a dû... Ah, ça sent bon, ça sent la mûre, je trouve. Hein? Ouais. Il n'y a pas deux cuves qui ont la même chose à faire dans une journée ou d'une journée sur l'autre. Donc il faut surveiller, il faut décider. Il faut parfois changer ses plans en fonction de ce qu'on déguste. Voilà, ça nous arrive de dire ah, non, on avait prévu ça, on change complètement l'orientation. Donc c'est sans cesse en train de s'adapter, en train d'évoluer, de bouger, donc on y va. Ludivine cherche en permanence le juste équilibre.
Si le vin est trop manipulé, il risque de devenir âpre. S'il monte trop en température, la fermentation peut s'arrêter. Chaque geste joue sur la qualité du millésime. Avec un collègue énologue, elle déguste plusieurs fois par jour pour prendre les bonnes décisions. Merci. Oh, dis donc, il y a un sacré fruit là. Oui. On a une note aussi un petit peu, moi j'appelle ça un petit peu violette, sur le côté floral. Il y a un petit côté floral, oui. Donc on goûte tous les jours et puis si par exemple ce matin on déguste, on dit oh là là ça y est, c'est bon, hop, on peut donner la consigne, décuvage ce soir et après-demain c'est en fût. Ça c'est possible. Mais il est aussi possible de nous entendre dire on continue, c'est encore très joli, on attend demain, on regoute demain et on décide. Mais c'est bien de décider à deux, au moins deux. C'est mieux, c'est mieux. Ah, attends. Loin de l'agitation de la cuverie, voici la cave à blanc. Les blancs sont directement pressés, puis le jus fermente dans ces pièces de chêne. Ludivine surveille leur évolution. J'écoute le chuchotement du gaz qui s'échappe lors de la fermentation. Donc ça chantonne, ça fait comme une petite mousse qui s'évapore hein, d'ailleurs, et qui est le signe que la fermentation se passe bien et que tout va bien dans la pièce. Voilà. Si on n'entend rien, c'est que le jus est au point mort et ça, c'est pas bon, parce qu'il faut que ça devienne du vin, donc il faut que ça fermente. Ici, l'ambiance, elle est beaucoup plus cosy, beaucoup plus cocoon. Ici, c'est un peu la force tranquille. Voilà, c'est l'image qu'on pourrait donner. C'est radicalement différent en blanc et en rouge. Tous les 2 jours, elle prélève un échantillon dans ses 128 fûts. Elle surveille la quantité de sucre pour évaluer la vinification. La fermentation, ça transforme le sucre en alcool, donc on en a de moins en moins. Donc plus la fermentation avance et plus les jours passent, et plus le mustimètre s'enfoncera dans l'éprouvette. Donc c'est un indicateur à la fois de quantité de sucre, mais aussi d'état de santé des levures pour vérifier qu'elles fermentent bien. Ces grands crus passeront 2 mois dans cette cave avant d'être proposés à la vente aux enchères qui a lieu chaque année en novembre. Aujourd'hui, c'est le grand jour aux Hospices de Beaune. C'est la 155e vente organisée par l'Hôpital Vigneron, avec le premier millésime élaboré par Ludivine. Et c'était très mûr, on avait beaucoup de petits raisins très concentrés. Négociants, restaurateurs, amateurs étrangers dégustent des vins primeurs qui ne pourront être consommés que dans 2 ou 3 ans. Ce sont des vins jeunes, c'est compliqué parce qu'ils sont bruts. Voilà, il y a 2 mois, c'était des raisins, donc ils sont un peu gazeux, les tanins ne sont pas enrobés, l'acidité est un peu marquée, voilà, ils sont un petit peu chamboulés. Donc, mais les gens qui sont là sont quand même des connaisseurs, donc ils savent décortiquer. Voilà, ce sont des vins, à ce stade-là, il faut les décortiquer pour les comprendre et juger de leur qualité. Ces acheteurs n'ont pas le droit à l'erreur. Le vin se vend non pas en bouteilles, mais en pièces de 228 litres. Et pour certains, ce rendez-vous est incontournable. C'est pour les hospices, c'est pour la tradition surtout. Après, nous sommes restaurateurs dédiés au vin de Bourgogne. Donc voilà, faut être là parce que c'est une tranche de l'histoire.
Au XIXe siècle, le public se rassemblait dans la cour de l'Hôtel-Dieu pour assister à la vente. Les enchères étaient affichées en francs sur ce tableau. Un peu plus tard, elles eurent lieu dans la cuverie des Hospices. Depuis les années 50, des invités d'honneur, comme ici Lino Ventura, assistent le commissaire-priseur. Aujourd'hui, les enchères ont lieu juste à côté des Hospices, dans la halle de Beaune. Elles sont retransmises sur grand écran pour le public. C'est bien vu à 23 000. Adjugé 23 000 € pour le numéro 909. Dans la salle, la vente vient juste de commencer. Pour Ludivine, la pression monte. J'ai le cœur qui tape, je pense, à 300 pulsations minutes. J'ai le trac. En même temps, je suis très contente. J'arrive pas à dessourire. Voilà, j'ai énormément de plaisir à être là. Donc, c'est avant tout la joie. 7 000, 8 000. Voilà, j'entends déjà 7 500, 8 500. Vous entendez? Vous allez voir, c'est une excitation intense, c'est énorme. 500, 10 000. La maison d'enchères Christie's anime la vente. Dans la salle, des rabatteurs indiquent les offres au commissaire-priseur. C'est avec vous. À 13 000 €, c'est bien vu. J'adjuge. Merci beaucoup. C'est à cet instant que Carole et Denis, les deux restaurateurs, tentent leur chance. Le numéro 418. 14 000 par madame à main levée. 14 500 devant moi. 15 000. 15 000. C'est bien vu à 15 000 €. À 15 000 €, madame, c'est votre enchère. C'est bien vu à 15 000 €. Adjugé 15 000 à madame qui l'a eu enfin. 304. Une ou deux? Là, on a été séduits par certains vins. On a été moins séduits par les prix qu'ils ont atteints. Et donc, on a réussi, en se glissant entre des acheteurs asiatiques et anglo-saxons, à trouver une ou deux cuvées qui nous convenaient. La cuvée que Ludivine attend le plus, c'est la pièce des présidents. Un Corton Grand Cru, une pièce unique qui doit faire grimper les enchères. Elle est vendue au profit de grandes causes. Claire Chazal et Christophe Lambert sont les deux présidents d'honneur de cette édition. Une vente qui va faire date. 355, s'il vous plaît. Non, 355 000. Les enchères fusent. Mais à partir d'un certain montant, il ne reste plus que deux acheteurs anonymes. Ils font leur offre par téléphone. À 400 000 €, la salle s'enflamme. Ludivine n'en croit pas ses yeux. Alors là, Florence, la pression est forte. Hein. 400 000, c'est bien vu. 2 fois. Tu me dis non, vraiment non. 410 000. 430 000. 140 000. 450 000. Les enchères montent encore jusqu'à 480 000 €. Alors 480 000, l'enchère est avec Aline. Adjugé. La pièce des présidents bat tous les records. La salle a été complètement émue, complètement transportée, complètement envoûtée par cette... voilà, et moi la première, je suis extrêmement émue, j'ai vraiment du mal à trouver mes mots. Je crois qu'on ne s'attend à rien avec une vente aux enchères. On a quelques pistes, on a quelques espérances, mais on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit. Voilà, je pense que les choses ont atteint quelque chose qui est au-delà peut-être de la raison, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes ravis pour les fondations qui vont en bénéficier. C'est extraordinaire, extraordinaire. Nous avons preneur à 50 000 €. Il y a preneur à 50 000 €. Allez, merci. Une partie des sommes récoltées pendant cette journée servira à moderniser l'hôpital de la ville. Le reste permettra d'entretenir les hospices de Beaune et leur domaine viticole. Avec cette vente, Ludivine et son équipe perpétuent une tradition de charité vieille de 5 siècles.